À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Oui, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la moralité de cette compensation, qui allait revenir aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux esclavisés. Mais la décision a vite été prise. Et une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Et si on en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on n'est pas sûr que vous sachiez tous qui avait été indemnisé par la France après l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi parce qu'en mai 2021, dans le cadre du projet Repairs, un groupe de chercheurs du CNRS a publié une base de données détaillée dans laquelle sont énumérés les noms des propriétaires d'esclaves ayant reçu des compensations, le nombre de titres d'indemnité reçus et les sommes perçues par ces propriétaires déchus. Exemple. Louis-Marie Gabriel Lequat de Kervegen, propriétaire de centaines de terres au Tampon à La Réunion et de 1787 esclaves, a reçu 1,9 million de francs or pour le compenser de leur émancipation. La famille Gradis, qui possédait des centaines d'esclaves en Martinique, a reçu près de 100 000 francs or. Ses descendants gèrent aujourd'hui une société de gestion d'investissement financier. Car c'est aussi de ça qu'il s'agit. De grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer aujourd'hui. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni. Ainsi, après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, le monde a ouvert un peu les yeux sur son passé colonialiste et esclavagiste. Au Royaume-Uni, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Comme le projet Repairs, une base de données britannique de UCL, University College London, nommée Legacies of British Slave Ownership, avait publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières, pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. Et pourtant, la France n'a rien à envier au Royaume-Uni avec ses 4000 expéditions négrières entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ainsi, la traite négrière représentait à la fin du XVIIIe siècle 5% de l'économie française. Et les entreprises AXA, la Banque de France, Marie Brizard, Hennessy et d'autres ont bénéficié plus ou moins directement de l'esclavage. L'anisette Marie Brizard était en effet échangée contre des esclaves sur les côtes africaines. Esclaves ensuite transportés en Amérique pour y travailler de force dans les plantations de canne à sucre. Pareil, le cognac Hennessy, acheté en Angleterre, était souvent revendu en Afrique par des commerçants négriers. Nous n'avons trouvé aucun document d'archives attestant une quelconque implication dans ce commerce triangulaire. Le système de traçabilité des barriques négocié à l'époque ne permet pas toujours d'identifier les destinataires finaux. La Banque de France, à l'époque une banque privée, a été fondée par 18 négociants qui avaient acquis leur fortune dans la traite négrière. De même, la société de la famille Gradis, citée plus haut, Société française pour le commerce avec l'outre-mer, a aussi été impliquée dans la traite négrière. La bonne santé financière de la société, malgré évidemment quelques vicissitudes passagères à certaines époques, ont certainement contribué à la longévité. Ce qui a sous-entendu cette bonne santé a aussi été l'attachement à des valeurs transmises de génération en génération. L'ancêtre de la mutuelle AXA a été créé il y a 200 ans par un négociant qui a fait sa fortune à Haïti avant son indépendance, notamment dans les plantations de canne à sucre et dont le fonctionnement reposait sur les esclaves. La mutuelle en question n'a pas eu d'activité liée à l'esclavage. Nous ne pouvons hélas pas changer ce qui s'est passé ailleurs et avant nous. Parlons d'Haïti justement, colonie de la France jusqu'en 1825 du nom de Saint-Domingue. Pensez-vous que c'est Haïti qui va recevoir une indemnité pour avoir été colonisée, exploitée, spoliée une fois indépendante? Eh bien non. C'est Haïti qui va devoir payer 150 millions de francs or à la France pour réparer les préjudices des propriétaires français. Renégocier ensuite à 90 millions de francs or, l'équivalent de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme estimée même à 40 milliards de dollars par un cabinet américain sollicité par le président haïtien en 2004, Jean-Bertrand Aristide. La dette de l'indépendance ne sera soldée par Haïti qu'en 1883. Et ces agios
dureront jusqu'à la moitié du XXe siècle, ce qui va plonger Haïti, la colonie la plus riche du monde, au rang des pays les plus pauvres au monde. D'ailleurs, le principe du dédommagement des propriétaires d'esclaves en 1848 a été calqué sur celui de l'indemnité imposée à Haïti 23 ans plus tôt. Enfin, on ne peut parler des indemnités versées aux propriétaires d'esclaves sans parler du sujet des réparations, attendues par les descendants d'esclaves pour compenser les atrocités subies par leurs ancêtres et dont ils continuent de subir indirectement les conséquences. En France, 4 ans après la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre